On a commencé le projet il y a 15 ans. C'était un concours de maîtrise d'œuvre, mais d'urbanisme surtout, je dirais, avec un programme et un règlement de consultation qui était intéressant. Parce qu'en fait, il posait déjà les ambitions urbaines du projet. Et alors, il concerne les 6 km de traversée de l'ancienne route nationale ou route royale qui vont du nord de Frontignan jusqu'à La Pérade au sud et au rond-point qui va vers Sète ensuite et Balaruc. Et donc ce tronçon-là a été divisé en 10 sections. Donc il y en a 2 qu'on a étudiées dans le concours mais qui n'étaient pas compris dans le contrat de maîtrise d'œuvre, etc. Mais, donc le budget global de l'opération c'était 9 millions 1 ou 9 millions 2 à l'époque, en 2007. Ça ne comprenait pas différents sujets hydrauliques qui devaient faire justement l'objet d'études complémentaires. Parce qu'une des problématiques importantes qu'il y avait, c'était le sujet hydraulique. Puisqu'on est en point bas, on a toute la colline qui arrive ici, et on a la mer avec le niveau de l'eau qui oscille un peu aussi suivant les marins, et donc qui génère un reflux aussi sur les réseaux. Mais ce n'est pas le point essentiel du projet. Le point essentiel, c'est vraiment un projet urbain. C'est comme ça qu'on l'a abordé, nous, au niveau du concours. Parce que vous avez peut-être vu les photos initiales de comment était la route nationale. C'était vraiment de la voirie, avec les caniveaux, les fossés ouverts sur les côtés, et du stationnement un peu de partout, avec tantôt de l'activité ou de l'industrie. Et sinon beaucoup d'habitats, mais qui tournaient le dos au boulevard urbain. C'est-à-dire que c'était beaucoup de murs non enduits, beaucoup de gens qui se tournaient plutôt vers l'extérieur, avec assez peu d'accès au final. Donc sur l'ambition du projet, il y avait quand même une forte volonté politique de se servir de ce projet de requalification de la RN pour faire revivre la cité et pour faire se retourner la cité sur cet axe qui est quand même un axe majeur de Frontignan. Et avec une ambition d'identité et de création d'un nouveau paysage urbain. Dans les missions qu'on a eues, il y avait une mission études préliminaires, une mission exé aussi, et sinon c'était la mission complète. Et dans le cadre de la mission études préliminaires, on a étudié beaucoup le sujet hydraulique, qui était un vrai point dur, et aussi beaucoup les questions de trafic-circulation avec notre bureau d'études. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le re-questionnement de comment est-ce qu'on utilise cet axe majeur, le bureau d'études nous a permis de mettre en synergie et de faire appel au réseau qui était aux abords de cet axe majeur pour répartir le trafic et justement pacifier un peu cet axe-là. Alors là, vous voyez ici, c'est une petite anecdote, mais c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on a trouvé en route, ça s'appelle un feu récompense. C'est-à-dire que vous connaissez sûrement, vous, mais en 2007, c'était peut-être moins courant, parce que c'était les débuts. Donc ça fonctionne avec un radar, et dès qu'on dépasse les 30 km/h, ça passe au rouge. Donc c'était un peu long à mettre en place, mais ça fait partie d'un des petits sujets comme ça, innovants, qu'on a mis en place dans le cadre du projet. On a abordé, alors il y avait tous ces problèmes de trafic, hydraulique, etc. Mais on a vraiment abordé ce projet sur la base d'une réflexion urbaine et comment mettre en relation tous les quartiers qui sont traversés par cet axe-là avec leur territoire au sens large. Avec des séquences ouvrir, valoriser, requalifier, pour mettre en relation aussi l'habitat qui se situe le long de l'axe avec les vues qu'on a sur le massif de la Gardiole et sur d'autres massifs ou sur des espaces viticoles qui sont assez intéressants et identitaires aussi de la géographie. Donc pour nous, c'est ces territoires en fait qui font l'écosystème dans lequel on intervient. Et la technique, on sait la régler, on a les outils, on a les moyens pour régler la technique. Donc l'objet, c'était vraiment de faire quelque chose qui change complètement le paysage urbain et qui permette de recoudre en fait les différentes pièces. Tout ça, c'est aussi la démarche de projet qui est en avant, parce que c'est ce qui permet de raconter le récit aussi du projet dans le temps. Aujourd'hui, on est sur une portion qui doit avoir plus de 10 ans, 2012, voilà, qui a 10 ans. Donc globalement, ça a assez bien vieilli. Une autre caractéristique du projet aussi, c'est qu'on voulait que ça soit quelque chose qui soit vraiment intégré. Au début, les premières idées qu'on a eues, on a dit il faut qu'on bannisse le vocabulaire routier, on ne veut pas de bordure, on ne veut pas de choses comme ça, parce qu'on intervient sur des largeurs qui sont très étroites, ça va de 11 mètres jusqu'à 15-16 mètres.
Et il faut qu'on fasse passer tout le monde, les voitures, les bus, les vélos, les piétons. Dans le cadre de cette recherche d'identité et de changement d'image de cet axe, on s'est appuyé aussi sur qu'est-ce que le paysage nous donnait à voir, qu'est-ce que la géographie nous donnait à voir. Donc on a le massif de la Gardiole avec cette pierre claire. On a une carrière de la Madeleine qui n'est pas très loin, on le voit en arrivant. Et on a aussi tout ce vocabulaire industriel qui fait partie de l'histoire de Frontignan, que ce soit l'ancienne usine du soufre, qui est la ZAC des Piels, ou tout le vocabulaire viticole aussi avec ses piquets plantiers dans les vignes, etc. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à fabriquer quelque chose avec ça. Et puis je m'étais pas mal baladé aussi en Catalogne, ils utilisent aussi beaucoup le Corten dans l'écriture du mobilier urbain et du dessin de la ville. Et on s'est dit, si on veut élargir au maximum au niveau visuel l'espace piéton et réduire la partie voiture, il faut qu'on fasse disparaître cette écriture de bordure. Donc on a dessiné cette bordure en Corten. Alors quand on l'a dessinée, on ne savait pas trop exactement comment est-ce qu'on allait la mettre en œuvre, hein. On s'est dit ça va marcher. On a quelques expériences sur le sujet, mais on n'avait pas éprouvé complètement le système. Donc on a dessiné ça et ensuite on a décliné. On a réussi, alors grâce aussi au maître d'ouvrage, en fait, à décliner toute l'écriture du vocabulaire urbain sur ce même thème. On a dessiné toutes les bornes, on a dessiné les lampadaires, les bancs, on a tout dessiné, les poubelles aussi, tout, hein, dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre. Et après, les fabricants, en fait, ils ont mis ça au catalogue. Et ils l'ont revendu ailleurs, au Mont-Saint-Michel, je ne sais pas trop où. Donc c'est des choses qui se font aujourd'hui plus couramment qu'en 2007, mais ça marche. Après, sur le déroulé du bandeau, on a essayé aussi en fonction des vues, en fonction du tissu urbain, d'alterner en fait la position des alignements d'arbres et la nature aussi des végétaux. Tantôt c'est des arbres, tantôt c'est des caducs. Et essayer de fabriquer ce paysage. Alors, en fait, quand je disais tout à l'heure, c'est un projet de réhabilitation. Ce qui était hyper compliqué, c'est qu'on s'est rendu compte, en regardant, en étant confronté à tous les accès, aux différentes contraintes qu'il y avait de chacun. À un endroit, c'est un ambulancier qui avait une remorque, qui voulait rentrer sa remorque avec son ambulance derrière, je ne sais pas trop quoi. Donc on a fait un échantillon 1-1 de ce modèle-là, qu'on a fabriqué et on a fait des essais pour voir si ça marchait. On fait ça depuis 20 ans sur tous nos projets, on fait des maquettes 1-1 pour voir ce que ça donne. Et on a adapté le système, sachant que ce système-là, en fait, il avait aussi pour objectif, puisqu'on est dans une réhabilitation, d'être capable, entre guillemets. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si demain il n'y aura pas une porte cochère ou une entrée de garage, ou si celle qui existe ne va pas disparaître. Donc en fait, le profil en travers avec ces encoches de stationnement qui sont en pente, hein, avec X centimètres côté voirie, X centimètres entre le parking, le stationnement et la voirie, c'est toujours la même chose et on peut l'utiliser à la fois en stationnement ou à la fois en bateau pour rentrer. Et on n'a pas à démonter ou à enlever. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Et après, dans les accès aux différentes propriétés, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des gens qui nous disaient « Ah, mais nous, à l'époque, on montait 2 marches pour rentrer chez nous et aujourd'hui, ils descendaient 3 marches. » Donc par rapport à l'hydraulique, c'est un sujet qui est compliqué aussi. Il a fallu qu'on pente soit à droite, soit à gauche la voirie pour assurer l'écoulement d'eau. Il y a pas mal de rues, notamment comme celle-ci, qui servent d'exutoire pluvial de surface. Parce qu'on ne peut pas mettre partout, comme on a mis là, des cadres énormes là, sous la voirie, à cause du reflux, à cause du coût aussi. Et finalement, c'est assez résilient comme système et comme profil en travers. Donc c'est quoi les spécificités du projet? Donc il y a d'une part cette volonté de créer un espace public, hein, où on a des trottoirs, on a les pistes cycles, la plupart du temps qui sont sur les trottoirs, soit distinctes ou pas, on le verra un peu plus loin. C'est transformer un espace de rejet en un espace de partage. Avant, il n'y avait personne qui longeait le Buc à pied parce que c'était très routier, très circulatoire, etc. Même si la déviation existait déjà, hein. Et c'est aussi transformer un espace figé en un espace capable, dans le sens où le fait de recréer un paysage urbain qui soit un peu plus amène et un peu plus chouette, et bien finalement ça a déclenché pas mal de projets aussi
dans les premières années, je me souviens à l'époque, on a fait le concours, on avait dit à la ville et à Madame Léon, qui était l'adjointe à l'urbanisme, qui était super, qui a porté le projet à bout de bras comme ça, tout le long. On lui avait dit, mais il faut tout de suite intégrer le fait que quand vous allez changer le visage et le paysage de cet espace-là, tout ce qui est autour, ça va bouger, ça va buter. Ça a aussi amené à se questionner sur les chartes façades, les chartes commerciales, parce qu'il y a des commerces qui se sont réouverts. Et chaque fois, on a dû aussi gérer l'accessibilité handicapée de certains commerces qui n'existaient pas avant. Donc toujours avec la même écriture. Et ensuite, ce qu'on a beaucoup fait aussi sur ce projet, c'est faire avec les citoyens, les riverains, parce que c'est de la réhabilitation en milieu habité, hein, c'est comme en logement, c'est pareil. Et finalement, on a fait des réunions à l'avant-projet, des réunions au projet, des réunions avant de commencer les travaux. Et chaque fois, comme ça, on a pu intégrer en fait les spécificités de chaque accès, chaque personne, les projets qui étaient éventuellement en cours. Et donc c'était plutôt positif et bien perçu. Alors au début, on a eu aussi quand même une espèce d'aversion sur le corten, où les gens disent ouais, le corten. Alors les motards, ils disaient on va se couper la tête, les enfants ils vont attraper le tétanos, enfin on a tout eu. Les élus ont tenu le choc, ont tenu le projet, donc ça c'était bien. Et tout ça j'ai déjà dit. Et après on avait aussi intégré dans le projet, alors c'était en 2007 aussi, on s'est dit mais il faut qu'on soit un peu vertueux, donc on a fait un espèce de super SO7. SO7 c'est un espèce de guide de valorisation des déchets de chantier, mais qu'on a développé, qu'on a amplifié pour inciter les entreprises aussi à utiliser de l'enrobé à base de grains recyclés, pour utiliser le grain de la carrière de la Madeleine pour le mettre dans le béton désactivé, pour réutiliser aussi du matériau issu des déblais, etc. Et on a développé ça et ça a assez bien marché. Après, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme événement un peu particulier, parce que en fait on a rencontré beaucoup pas d'impondérables, mais de choses qu'on n'avait pas forcément imaginées au niveau des études préliminaires ou même de l'avant-projet. Du fait que la ville bouge et évolue, par exemple à un endroit, on avait, sur cette avenue-là, il y avait un réseau gaz à gauche. Et ça c'était un grand débat avec Madame Léon et toute l'équipe. Ouais. Et on a dit à Madame Léon, où les bureaux d'études nous ont dit oh, il y a un réseau gaz, on ne peut pas planter. Je dis mais on va pas, faut déplacer le réseau gaz. Bon c'est vite dit comme ça, hein, ça coûtait quand même, je sais pas, 80 000 € ou un truc comme ça. Et donc on a fait des études pour essayer de démontrer aux élus ce qu'on pouvait faire sans déplacer le réseau gaz. Donc avec des espèces de jardinières, des trucs, c'était pas terrible. Et l'élu a dit non, on plante, hein, ça fait 100 ans qu'on n'a rien fait sur cet axe-là, on le fait maintenant. Donc on investit, on le fait et on déplace le réseau gaz. Donc ça c'est des décisions fortes en fait qui peuvent émerger parce qu'il y a un vrai partenariat aussi entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et les élus, et puis aussi parce qu'il y a une ambition qui est portée par les élus, parce qu'on ne fait pas que du technique, on recrée un cadre de vie. Il y avait d'autres exemples, on le verra un peu plus loin aussi, il y avait d'anciens murs de clôture qui existaient, sur des propriétés qui avaient découpé, le foncier appartenait maintenant au public, etc. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait du mur de clôture, on le coupe, on le garde, et en fait on a fabriqué aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, le récit du projet autour de ça pour garder des traces de l'histoire, de la manière dont la ville s'est construite et s'est développée. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu aussi pas mal de petits recoins, de reliquats fonciers le long de l'axe dont on ne savait pas forcément quoi faire, et finalement on s'est dit mais puisque c'est un axe vers lequel on se retourne, eh ben, on peut mettre un arbre et un banc. On cherche la belle vue pour orienter le banc comme il faut et on fabrique là aussi un événement, une séquence un peu particulière sur le linéaire. Donc c'est important de partager aussi cette envie et cette volonté de bien faire. Après le fait d'avoir une mission complète, c'est quand même super parce que surtout quand on a un profil en travers et une matérialité comme ça, c'est quand même, il faut regarder comme il faut. Et le nivellement, c'est pas Covadis qui fait le nivellement, ça se fait à la main, et parce qu'il y a tellement de cas de figure particuliers, et la cohérence générale, en fait, elle est hyper importante.
L'idée, c'était d'avoir aussi ces espèces de bateaux au stationnement, ils sont dans une emprise de 2 mètres et tout le reste, c'est grosso modo, c'est plat. Donc le piéton ne fait pas toujours comme ça devant les bateaux, ce qui est assez désagréable. Et ça, c'est hyper important parce que déjà, c'est moche à voir. En plus, ça génère des problématiques de stagnation d'eau, d'inconfort, etc. Voilà, on essaye des choses et puis on réagit, on continue à fabriquer. Ce n'est pas un projet figé dès les études préliminaires ou dès l'avant-projet. Donc le fait d'avoir l'exé, c'est quand même important et surtout le fait d'avoir la cohérence générale. Par exemple, sur cet espace-là, il y avait aussi, qu'est-ce qu'on fait on avait des parkings, le viticulteur ou le distributeur de vin qu'il y avait ici, il avait besoin de stationnement. Là, il y avait des gens qui jouaient à la pétanque avant, donc comment est-ce qu'on organise ça? Les pins qui existaient, il fallait faire avec. Et en fait, un des objectifs aussi sur des espaces particuliers comme ça, c'est pas forcément de dessiner l'usage. Hein. On dessine l'espace public et il permet plusieurs usages. Et ça, c'est parce qu'on intervient, nous, on est là que pas longtemps, hein, dans le cycle d'une vie d'un espace public. Donc on propose un aménagement, une configuration, et on sait que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça sera peut-être modifié ou ça sera approprié et utilisé différemment. Et c'est très bien comme ça, en fait. Ce qui est important dans le projet aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a un concours qui a été lancé, mais le concours portait évidemment sur tout le linéaire. Et ce qui est important, c'est de ne pas travailler uniquement sur un petit tronçon, sachant qu'on savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir tout faire rapidement, mais d'avoir un projet global, évidemment, c'est une autre approche. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce qui est très important, c'est qu'en fait, l'idée de cette route, parce qu'il faut avoir en tête 2-3 chiffres, il y a à peu près 11 000 véhicules jour, c'est quand même pas anodin. Et on avait des vitesses de pointe, des fois le soir, jusqu'à 100 km/h, hein, c'était une 3 voies. Et donc on savait que ça allait être difficile de faire basculer cette infrastructure dans le milieu urbain. Donc c'était vraiment ce qui a été réussi à faire. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette voie, il faut la voir à l'échelle de la commune, hein, comme l'expliquait Nicolas Le Gunetel. C'est-à-dire qu'il y a toutes les voies qui se raccordent, il y a eu un plan de circulation qui définissait le rôle de cette voie. Et là aussi, on a eu beaucoup de problèmes, c'est pour gérer les vélos, parce que c'est vrai qu'on a un espace très, très contraint. En règle générale, le BUC, il fait 13 mètres d'emprise. Et dans 13 mètres d'emprise, c'est pas évident de tout faire tenir. Et notamment, puisque vous en parliez tout à l'heure, les accès bateaux comme ça, qui font un rendu très joli, parce qu'on n'a pas évidemment ces vagues, mais évidemment, on perd de la place aussi. Donc on ne peut pas l'utiliser pour faire un cheminement. Donc il y a tout ça à voir dès le départ, bien tout mettre en face pour savoir vers quoi on veut aller. Et en plus, il y a tout ce qui est réseau. Alors réseau, c'est vrai, Nicolas il en a parlé, tout ce qui est hydraulique, ça a été un sujet très important. Donc avant même de commencer l'avant-projet, il y a eu une étude hydraulique, tous les ouvrages qui devaient être faits sous le boulevard urbain. On a eu une étude de trafic. Il y a eu une enquête publique. En fait, on a mis tous les atouts pour avoir toutes les connaissances possibles pour pouvoir, à chaque fois qu'on engage un tronçon, on sait ce qu'il faut faire en amont pour ne pas y revenir plus tard. C'est très important de ne pas y revenir. Ce qui est important aussi, c'est, parce que là on a beaucoup parlé du rendu qui est super, mais la phase travaux n'a pas été facile non plus. Ça a été très difficile, il y a beaucoup d'endroits où on a dû couper la voirie. Et voilà, ça pose quand même beaucoup de difficultés pour les commerçants, pour les riverains. Mais en fin de compte, une fois que une fois que ça a été fini, voilà, tout le monde a oublié. On n'a pas 15 000 solutions d'aménagement pour apaiser la circulation. Donc on a dit, il était proposé de réduire la largeur de la chaussée. Et là, la chaussée, elle fait 5,80 m. Et 5,80 m, c'est difficile de descendre en dessous. Hein. Je pense que là, c'est le minimum sous lequel on peut descendre. Là, les bus se croisent au ralenti. Ils sont même des fois obligés de rentrer le rétro. Parce qu'un bus, ça fait quand même plus de 2 mètres avec les rétros. Donc voilà. Mais on est en ville, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que la circulation a bien baissé. Oui. Voilà, et puis sur les autres tronçons, vous verrez, là où on a des emprises plus larges, alors là, on a mis des pistes cyclables, dès qu'on peut, évidemment, on met des pistes cyclables. Mais dans les tronçons très étroits, on est parti sur une zone 30. Voilà.
qui est important aussi, sans vouloir faire de sectarisme aucun, hein, mais c'est que la nature dont la commande a été formulée, c'est quand même hyper important ça. Elle n'était pas formulée comme une commande de VRD routière. Elle était vraiment formulée comme d'où le critère aussi du concours, comme la volonté de voir émerger un projet urbain à travers la requalification de la route nationale. On ne voulait pas avoir des luminaires qui soient la face large vue dans le sens de la circulation. On ne voulait pas dépasser 10 cm de large. Donc on a travaillé avec Technilum. On a dit on veut un truc très simple qui fasse que 10 cm comme ça. Après de ce côté-là ça peut être un peu plus grand. Et ils ont fabriqué ça. Donc en fait tout le monde a bien joué le jeu. Et au final on a du matériel qui est quand même de qualité, qui dure bien. Et je me souviens aussi au début, on le voyait plutôt dans les parties urbaines, s'est posé la question de, comme on a une marche qui est assez peu élevée entre le stationnement et le trottoir, de la nécessité d'avoir des bornes ou pas. Et nous on disait mais ça sert à rien en fait, les gens ils vont voir, le trottoir il est en désactivé, le stationnement il est en enrobé, ils vont voir que s'ils se garent, et les élus n'ont pas voulu prendre le risque entre guillemets de ça, ils ont dit non on va mettre des bornes, on pourra toujours les enlever après. Et nous on disait mais on ne met pas de bornes, on peut toujours les rajouter après, mais bon bref. Et toutes les voiries secondaires qui sont importantes, elles sont au niveau de la voirie principale pour générer ces espèces de plateaux traversants, faire baisser la circulation et avoir la continuité aussi piétonne qui soit toujours de niveau. Donc c'est quand même un travail d'horlogie et de chirurgie.